planète YouTube, planète famille, amis YouTube. Pour ce nouvel audio, pour cette fois-ci, j'ai choisi des fables et légendes du Japon, car j'aime beaucoup la culture asiatique et le Japon aussi. Donc j'ai décidé de vous lire des contes japonais. J'ai trouvé ce PDF qui est vraiment très beau, qui se passe d'effets spéciaux, car je trouve les dessins magnifiques. Fables et légendes du Japon, de la bibliothèque électronique du Québec, collection Orochima Taro est la déesse de l'océan. Il y avait autrefois, au pays de Tango... Ah oui, c'est un peu comme karaoké, donc vous pouvez lire en même temps. Et si vous ne pouvez pas entendre, si vous ne voulez pas entendre ma voix, vous avez le texte. Orochima Taro, la déesse de l'océan. Il y avait autrefois, au pays de Tango, une bourgade du nom de Mizunoe. Dans cette bourgade vivait un pêcheur qui s'appelait Orochima Taro. C'était un homme vertueux, au cœur sensible et bon, qui de sa vie n'avait jamais fait ni souhaité de mal à personne. Taro revenait un soir de la pêche. La prise ayant été abondante, il rentrait satisfait et joyeux. Sur le rivage, il aperçoit une bande de petits garçons qui semblaient prendre un malin plaisir à tourmenter une petite tortue trouvée sur le sable. Taro n'aimait pas qu'on fît souffrir les bêtes. Il eut pitié de la tortue. S'approchant des enfants et s'efforçant de donner à sa voix un ton impérieux, « Quel mal vous a donc fait, dit-il, cette innocente créature, pour la tourmenter de la sorte? Ignorez-vous que les dieux punissent les enfants qui martyrisent, qui maltraitent les animaux? Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, répond insolemment le plus âgé de la troupe. Cette tortue n'appartient à personne. Nous sommes libres de la tuer si cela nous fait plaisir. Vous n'avez rien à y voir. Le pêcheur comprend qu'aucun raisonnement n'aura de prise sur ces cœurs sans pitié. Il change de tactique et d'un ton plus radouci. « Allons, ne vous fâchez pas ainsi, les enfants. Je n'avais pas l'intention de vous gronder. Je voulais vous proposer un marché. Voulez-vous me vendre cette tortue? Je vous en donne 20 sous. Cela vous va-t-il? 20 sous, c'était une fortune pour ces marmots. Ils acceptent sans hésiter. Taro leur donne donc 2 petites pièces blanches. Aussitôt, ils courent au village, acheter des gâteaux. Resté seul avec la tortue, qu'il a conscience d'avoir arraché à une mort certaine, le brave pêcheur la soulève dans les mains et lui dit en la caressant: « Pauvre petit animal, le proverbe te donne 10 000 ans d'existence, tandis qu'il n'en accorde que 1000 à la cigogne. Que serais-tu devenu sans moi? Je crois bien que tes 10 000 ans auraient été considérablement écourtés. Car ils allaient te tuer, c'est vous rien. Allons, je vais te rendre ta liberté, mais à l'avenir sois prudente, et surtout, ne retombe jamais plus dans les mains des enfants. » Cela dit, il dépose la tortue sur le sable et la laisse aller. Puis, jouissant de la pleine satisfaction que procure toujours un bon acte accompli, il retourne en sifflant à sa demeure. Ce soir-là, la soupe lui parut meilleure et son sommeil fut plus léger. Le lendemain matin, Taro, s'étant levé de bonne heure,
part pour la pêche selon son habitude. Le voilà qui gagne le large, monté sur sa petite barque. Il va jeter son filet. Tout à coup, il perçoit dans l'eau un clapotement étrange. « Monsieur Urashima !» fait une voix derrière lui. Le pêcheur se demande qui peut bien, à cette heure matinale, l'appeler par son nom. Il regarde autour de lui, mais ne voit personne. Croyant s'être trompé, il se dispose de nouveau à commencer sa pêche. « Monsieur Urashima !» répète la même voix. Taro se retourne une seconde fois. Quelle n'est pas sa surprise d'apercevoir, tout auprès de la barque, la petite tortue, la tortue dont, la veille, il a sauvé la vie. « Oh, c'est donc toi qui m'as appelé !»« Oui, c'est moi, monsieur Urashima. Je suis venu vous dire bonjour et vous remercier du service que vous m'avez rendu hier. » Voilà qui est bien aimable de ta part, voyons. Que pourrais-je t'offrir? Si tu fumais, je te passerais volontiers ma pipe. Mais tu ne dois pas fumer, toi. Non, je ne fume pas, monsieur Urashima. Mais si, ce n'est pas trop d'indiscrétion, j'accepterai avec plaisir une tasse de saké. Du saké? Tu bois donc du saké? C'est bien heureux. J'en ai justement ici une petite bouteille. Il n'est pas de première qualité, mais il n'est pas mauvais. Tout de même, voici. Et le pêcheur, remplissant une tasse, la passe à la tortue, qui l'avale d'un trait. Puis, la conversation, un instant interrompue, continue de la sorte. « En veux-tu une seconde tasse ?»« Non, merci, monsieur Urashima. Une seule me suffit. Oh, à propos, avez-vous déjà visité le palais d'Otohime, la déesse de l'océan ?»« Non, pas encore. J'ai justement l'intention de vous y conduire aujourd'hui. »« Comment? Tu peux m'y conduire? Mais il doit être bien loin, ce palais. D'abord, je ne vais pas nager comme toi. Comment veux-tu que je te suive? » Oh, il n'est pas nécessaire de savoir bien nager, monsieur Urashima. Vous n'aurez même pas à nager du tout. Vous allez monter sur mon dos, je vous porterai moi-même. Monter sur ton dos? Mais tu n'y penses pas, ma petite tortue. Quand bien même tu serais 10 fois plus grosse, il serait impossible à un homme comme moi de monter sur ton dos et de se tenir sans danger. Ah, monsieur Urashima, vous trouvez que je suis trop petite. C'est bien, attendez une seconde, vous allez voir. Et voilà que la petite tortue se met à grossir. Elle devient aussi grosse que la barque du pêcheur. Celui-ci, frappé de ce prodige, n'hésite plus. Il monte sur le dos de l'animal, s'installe à son aise, et la tortue l'emporte vers le palais d'Otohime, la déesse de l'océan. Au bout de quelques heures, Taro aperçoit dans le lointain un immense monument. « Quel est ce monument ?» demande-t-il à la tortue. « C'est le portail du palais, » répond-elle. Et à mesure qu'ils approchent, le portail semble grandir et se teinter de couleurs brillantes. Ils arrivent enfin. La tortue dépose son cavalier sur du sable, dont chaque grain est une perle. Le pêcheur peut voir alors que le portail est en or massif incrusté de pierreries. 2 énormes dragons en gardent l'entrée. Ils ont un corps de cheval, une tête et des griffes de lion, des ailes d'argile et une queue de serpent. Leur aspect est terrible. Néanmoins, c'est d'un regard plein de douceur qu'ils fixent le nouvel arrivé. La tortue seule avait pénétré sous le porche. Elle en sortit bientôt, accompagnée d'une multitude de poissons. Il y en avait de toutes les grandeurs et de toutes les formes. Chacune des espèces que renferme l'océan était représentée. Ils portaient tous la livrée de la déesse, couleur d'azur et galons d'argent. Ils s'avancèrent au-devant du pêcheur et le saluèrent jusqu'à terre, et toutes les marques de la sympathie et du respect. Le brave Taro ne comprenait rien à toutes ces choses, mais sachant très bien qu'on ne lui voulait aucun mal, il se laissa faire. On le dépouilla de son costume de pêche et on le revêtit d'une magnifique robe de soie. On lui attacha aux pieds des pantoufles de velours, puis un page charmant. Le prenant par la main, l'introduisant dans le palais.
s'appuyant sur la rampe d'ivoire, il monte les 7 degrés d'un escalier de marbre et arrive devant la porte en bois d'acajou sur laquelle scintillent des émeraudes. Elle s'ouvre d'elle-même et Taro pénètre dans l'appartement de la déesse. C'est une salle immense dont le plafond en corail est soutenu par 20 colonnes de cristal. De nombreuses lampes en vermeil y donnent une douce et brillante lumière. Les parois sont en marbre parsemé de rubis et de pierreries diverses. Au milieu de toutes ces merveilles, assise sur un trône de diamants, ornée de ses plus riches parures et environnée de toute sa cour, se tient Otohime, la déesse de l'océan. Elle est extraordinairement belle, plus belle que l'aurore à son lever. Lorsque Taro la vit, elle le contemplait avec son plus gracieux sourire et voulut se prosterner. La déesse ne lui en laissa pas le temps. Se levant de son trône, elle s'avança vers lui, majestueuse et aimable, en lui prenant affectueusement les mains. « Soyez le bienvenu, lui dit-elle. J'ai appris que, hier soir, vous aviez sauvé la vie de l'un des sujets les plus vénérés de mon empire. J'ai voulu vous en exprimer de vive voix ma sincère reconnaissance, mais voilà la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici. » Taro ne savait que répondre et se tut. Alors, sur un signe de la déesse, on le fit asseoir sur un coussin en soie cousu de fil d'or. On lui apporta une petite table en ivoire sur laquelle étaient posés dans des plateaux de vermeil toutes sortes de mets appétissants. Taro fit un repas comme il n'en avait jamais fait depuis qu'il était au monde. Quand il eut fini de manger, la déesse le conduisit voir les diverses parties de son palais. Le pêcheur marchait de surprise en surprise, d'éblouissement en éblouissement, mais ce qui le frappa le plus et mit le comble à son admiration, ce fut le jardin. Il y avait là 4 parterres immenses, chacun représentait l'une des 4 saisons de l'année. À l'est, c'était le parterre du printemps. D'innombrables pruniers et cerisiers en fleurs s'élevaient au-dessus d'un verdoyant gazon. De nombreux rossignols y modulaient leurs délicieuses romances. Des alouettes y faisaient leur nid. Au sud s'étendait le parterre de l'été. Là, des pommiers et des poiriers dont les branches pliaient sous le poids de leurs fruits. Des cigales y remplissaient l'air de leurs cris assourdissants et monotones. Il y régnait une grande chaleur tempérée par un doux zéphyr. L'automne était représenté par le parterre de l'ouest. Le sol y était couvert de feuilles jaunissantes et de bouquets de chrysanthèmes. Enfin, le parterre de l'hiver était au nord. C'était un immense tapis de neige entourant un étang de glace. Taro passa 7 jours dans ce palais enchanteur, fasciné par toutes les merveilles que s'offraient à ses regards, charmé de la bonté que lui témoignait la déesse et du bien-être qu'il éprouvait auprès d'elle. Il avait oublié son village, il ne songeait plus à son vieux père, à sa femme, à ses enfants, à sa barque, à ses filets. Un jour pourtant il s'en souvint, et la tristesse le prit. « Que doit penser mon père ?» se dit-il, d'une si longue absence. « Combien ma femme et mes enfants doivent être inquiets et attendre mon retour. Ils me croient peut-être mort, englouti au fond de l'océan, et ma barque, qu'est-elle devenue? Et mes filets ?» Alors Taro résolut de partir. Elle en parla à la déesse. Celle-ci essaya bien de le retenir encore, mais toutes ses instances demeurèrent infructueuses. Ce voyant, la belle Otohime le prit à part dans la chambre secrète. En tirant du fond d'un coffre une petite boîte en laque, elle la lui donna en disant « Puisqu'à tout prix vous voulez partir, monsieur Orochima, je ne vous retiens plus. Tenez, emportez cette boîte comme souvenir de moi et de votre séjour ici. Mais promettez-moi que,
Quoi qu'il arrive, vous ne l'ouvrirez jamais. Monsieur, retenez bien mes paroles. Le jour où, cédant à cette curiosité coupable, vous ouvrirez cette boîte, vous êtes un homme mort. » Taro accepta le présent avec beaucoup de reconnaissance. Il promit que jamais il n'ouvrirait la boîte, quoi qu'il puisse arriver. Puis la déesse l'embrassa sur le front, elle l'accompagna jusqu'au seuil de sa porte, et ils se séparèrent. Le pêcheur remonta sur le dos de la tortue, et celle-ci le ramena au rivage. Taro est de retour, mais comme tout a changé pendant son absence. Les arbres qui se trouvent à l'entrée du bourg ne sont plus ceux qui étaient habitués à voir. Le village s'est agrandi, il y a des maisons nouvelles, des maisons comme s'il n'en avait jamais vu de sa vie. Quel n'est pas son étonnement de ne plus retrouver aucune de ses connaissances. Tous les visages qu'il rencontre lui sont entièrement inconnus. Ne comprenant plus rien à cette soudaine métamorphose des hommes et des choses, Taro ne sait que penser ni que croire. Il lui tarde de retrouver son père, sa femme et ses enfants pour apprendre de leur bouche le pourquoi de ce qui l'étonne. Il se dirige vers sa demeure. Là, sa surprise redouble. C'est bien cette maison qu'il a quittée il y a 7 jours, mais elle tombe en ruine. Il s'approche et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il ne voit aucun des objets qui lui étaient familiers. Il ne retrouve ni son père, ni sa femme, ni ses enfants. Sur la natte, un vieillard est assis, les bras appuyés sur le bord du brasero. Mais ce vieillard n'est pas son père. Taro va défaillir sous le poids d'une émotion trop forte. Il se souvient pourtant encore. « Bon vieillard, demande-t-il d'une voix étouffée, il y a 7 jours que j'ai quitté le village. Tout y a changé depuis. Cette maison est à moi, je n'y vous y trouve, vous un inconnu. Où sont donc mon vieux père, ma femme et mes enfants que j'ai laissés ici ?»« Jeune homme, répond le vieillard, qui croit avoir affaire à un fou. Je ne sais ce que vous voulez dire. Qui êtes-vous donc? Quel est votre nom? Je suis Orochima Taro, le pêcheur. Orochima Taro? S'écrie le vieillard au comble de la surprise. Mais alors vous êtes un fantôme, un revenant, une ombre? J'ai souvent en effet entendu parler d'un certain Orochima Taro, mais voilà bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Il y a 700 ans qu'Orochima Taro est mort. 700 ans, s'écrie le pêcheur. Aussitôt il pâlit et chancelle. Ces dernières paroles du vieillard sont pour lui comme un trait de lumière. Il a compris qu'il a passé 700 ans dans le palais de la déesse Otohime et que ces 700 ans lui ont semblé 7 jours. Une profonde tristesse envahit son âme. Il quitte ce village inhospitalier qui n'est plus le sien, où il n'a plus personne. Tout pensif, il se rend à la grève. Instinctivement, ses regards cherchent à apercevoir la tortue, car il voudrait bien maintenant retourner au palais, mais la tortue a disparu, probablement pour toujours. Taro s'assied sur le sable et verse des larmes brûlantes. Tout à coup, ses yeux se portent sur la boîte mystérieuse qu'Otohime lui a donnée au départ, et à laquelle, dans son trouble, il avait plus songé. Que contient cette boîte? La déesse m'a dit, en me la remettant, le jour où, par curiosité coupable, vous ouvrirez cette boîte, vous êtes un homme mort. Une déesse ne ment point, et pourtant qui sait? Peut-être est-ce pour m'éprouver qu'elle m'a dit cela. Peut-être cette boîte contient-elle mon bonheur. Et puis après tout, que m'importe la mort, à cette heure? Ne suis-je pas seul au monde, sans parents, sans amis, sans connaissances, sans fortune? Oui, mieux vaut 100 fois la mort qu'une existence aussi malheureuse. Ainsi pense Taro. Alors d'un mouvement nerveux, il entr'ouvre la boîte, il en sort un nuage épais qui l'enveloppe les pieds, la tête. Soudain, ses cheveux deviennent blancs comme la neige, son front se ride, ses membres se dessèchent,
et il tombe mort sur la plage. Le lendemain, des pêcheurs découvrirent sur la grève le corps d'un homme qui avait vécu 700 ans. Bon, ce sera pour ce soir le premier conte japonais en analyse. Eh bien, que dire de cette conte qui m'a beaucoup attristé sur la fin? Il sauve un être pour le récompenser. Il a tout un paradis chez une déesse et chaque jour est donc 100 ans. Et en revenant, il a perdu 700 ans. C'est très triste. Alors cet homme-là qui a tout perdu préfère la mort. Eh bien, laissez-moi vos commentaires, ce que vous avez pensé de ce conte japonais. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Au revoir mes amis.